Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, nous n'allons pas parler que de football parce que cette CAN, ce n'était pas seulement des matchs, des buts ou un classement. C'était un miroir, un test et un révélateur. Pendant un mois, le Maroc a accueilli brillamment l'Afrique entière, avec ferveur, avec émotion et avec une organisation que beaucoup n'imaginaient pas possible à cette échelle. Et le message royal d'hier soir est clair, très clair. Sa Majesté le roi Mohamed VI remercie, il félicite, mais surtout, il recadre. Il rappelle une chose essentielle. Ce succès n'est pas tombé du ciel. Il est le fruit d'une vision, d'un choix stratégique, d'investissement lourd, assumé et constant. Dans le sport, dans les infrastructures et fondamentalement dans l'humain. Et ce n'est pas anodin qu'il insiste, que le souverain insiste sur les Marocains du monde. Ce choix-là, d'ailleurs, dit quelque chose de fort, que le Maroc n'oppose pas les identités, il les rassemble. Alors oui, il y a eu cet épisode malheureux et des tensions dans les dernières minutes de la finale de cette CAN, mais là encore, le message royal est net. On ne construit pas l'avenir africain sur la rancœur. On ne laisse pas l'émotion dicter la diplomatie et surtout, la fraternité finit toujours par reprendre le dessus. Et c'est peut-être là le cœur du message. Cette réussite marocaine est aussi une réussite africaine. Le Maroc ne dit pas « regardez-nous », il dit « venez ». Avec nous. J'accueille pour l'émission ce soir, pour ce débrief spécial, ce message adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, suite donc à la clôture de cette CAN. J'accueille sur le plateau le directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme, Aziz Daouda. Bonsoir. Bonsoir Khadija, c'est toujours un plaisir renouvelé que de venir ici. Marhaba bik, et ce plaisir est largement partagé, d'autant plus que nous discutons et nous débattons de sujets d'une extrême importance, que ce soit pour le Maroc ou pour le continent que vous connaissez si bien, si Aziz. Avec nous aussi, il est analyste et accompagne justement les entreprises. Il est fondateur d'HBA Consulting, Hicham Ben Saïd Alaoui. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter et d'être avec nous ce soir. Et avec nous aussi une voix qui s'élève aussi souvent pour commenter, pour analyser l'actualité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou d'autres canaux. Il s'agit du consultant géopolitique Rachid Achachi. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être parmi nous ce soir. Messieurs, d'abord, au-delà du foot, que dit vraiment ce communiqué du cabinet royal hier soir, que nous avons lu tous en tant que Marocaines et Marocains avec beaucoup d'intérêt. Hicham Ben Saïd Alaoui. Moi, je parlerai de deux aspects qui m'ont marqué. Le premier aspect de la chronologie, de la temporalité, et le second aspect sur la caractérisation qualitative de ce qui a été fait. Sur la temporalité, on le voit même dans les temps choisis, vous trouverez du passé, du présent et du futur. C'est-à-dire un retour sur ce qui a été fait, ce qui a été très très bien fait. Sur le présent, notre 8e place au classement FIFA par exemple, la consolidation des relations entre les différents pays d'Afrique, beaucoup de très belles choses au présent, mais également une projection vers le futur avec un aspect positif et un aspect négatif, c'est-à-dire en termes de tournure de phrase. Sur l'aspect positif, sur tout ce que nous ferons encore mieux la prochaine fois, et sur l'aspect négatif, j'entends en tournure de phrase, sur quelques parties qui ne parviendront pas à leur fin, etc. Donc moi j'y ai tout trouvé en termes d'exégèse pure d'un texte, et nous avons un écrivain avec nous. Je pense qu'il y avait du passé, il y a du présent, il y a du futur, il y a des tournures de phrases négatives, des tournures de phrases positives, c'était parfait. Et le second message qualitatif que j'y vois, qui m'a beaucoup interpellé, c'est qu'il y a aussi bien de l'affect et de l'émotion, de la satisfaction, de l'émotion, de la fierté, de la passion, etc., que des choses très très factuelles et très concrètes que nous avons vues tout au long du communiqué et qui sont couronnées, même si ce n'est pas évoqué dans le communiqué, dès lundi prochain, Inch'Allah. Il y a la 15e réunion au sommet de l'excellence maroco-sénégalaise qui va se tenir à Rabat, et c'est déjà calé pour lundi, mardi. Donc que ce soit en termes de communiqué, celui dont on est en train de parler, celui qui avait été sorti quelques heures après la fin de la finale, je pense qu'on ne s'est pas arrêté à des éléments très micros tels qu'un penalty raté ou bien un arbitre qui aurait pu prendre telle ou telle décision. D'ailleurs, le score final du match n'est pas évoqué dans le communiqué. On s'est beaucoup plus focalisé, à ma grande satisfaction, sur la grande réussite qui est celle de toute une nation, sur l'inclusion, sur la fierté, sur l'excellent jalon que cela constitue pour nous projeter vers le futur. Donc c'est un message positif, c'est un message royal, c'est un message positif qui trace le cap, qui consolide des relations avec nos frères africains, si besoin était de le rappeler. Ce n'est pas évoqué ici, mais je lis entre les lignes.
comment pouvoir avoir quelques griefs envers une nation qui nous fait l'honneur de nous dire, nous, quand nous faisons quelques économies, nous allons chez Sidi Ahmed Tijani nous recueillir le mausolée. Où là, des gens vont parvenir au XIe siècle sur les Mourabitines, qui ont des liens beaucoup plus géographiques. On ne peut pas. Même si on voulait, on ne pourrait pas. Mais ça, c'est vraiment dans la troisième, voire la troisième partie un peu de ce message royal. Vous avez parlé de chronologie, il y a aussi une structure spirale, parce qu'on part du présent, on revient au passé, on se projette dans l'avenir. Ce qui me pousse aussi, puisqu'on parle de chronologie, Rachid Achachi, pourquoi maintenant? Pourquoi ce message royal intervient-il aujourd'hui? Et que dit ce timing surtout? Parce que le communiqué est là pour rappeler les fondamentaux. Alors ça a été dit que la réussite sportive n'est au final que le fruit d'un lent développement, etc. La question du patriotisme, c'est que le peuple marocain a été exemplaire durant tous les événements sportifs qu'il y a eu, durant la CAN, mais surtout la dimension géopolitique qui ne peut pas être assujettie à la question des émotions ou à la question des provocations. Parce qu'on a vu récemment, depuis la finale de la CAN jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de Marocains et Marocaines, alors beaucoup c'est toujours relatif, en réalité ils sont peu nombreux, être tombés relativement dans le piège des insultes et d'une campagne médiatique diffamatoire et qui ont réagi négativement par rapport à nos frères et sœurs africains. On peut mettre ça sur le coup de la colère, sur le coup de l'émotion, mais le communiqué est là pour rappeler que la fraternité doit prendre le dessus sur les dénigrements et les provocations qui ont été proférées de la part d'un certain voisin que l'on connaît, de manière directe ou indirecte, on va en parler tout à l'heure, mais que le racisme n'a pas sa place au Maroc et que la rancune entre un public et un public ne doit pas être érigée en tension diplomatique ou géopolitique entre le Maroc et le reste du continent africain. Parce que je rappelle, et le communiqué le rappelle indirectement, il y a beaucoup de pays qui rêvent de nous séparer du continent africain. Exact. Et il est hors de question que l'on perde tous les efforts investis depuis des décennies au nom juste d'une finale de la CAN qui a certes été problématique à la fin, mais la géopolitique, c'est la longue durée. Et là, elle puise ses racines dans le passé, les efforts qui ont été investis par le Maroc pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Et rien ne doit dérailler la trajectoire diplomatique initiée par Sa Majesté le Roi de ses rails et de son cheminement. D'où, d'ailleurs, en parlant de cheminement, la structure même de ce communiqué du cabinet royal commence par des remerciements aux millions de Marocaines et de Marocains. C'est un peu aussi la capacité de l'État marocain, Aziz Daouda, à produire de la cohésion. Et ça, c'est très important. Et aussi de comment ce message peut-il être analysé, c'est-à-dire comment le succès est décentralisé à travers ce remerciement de toutes les Marocaines et les Marocains qui ont contribué, chacun à son échelle, à la réussite de ce grand rendez-vous footballistique, mais pas que. Moi, je pense qu'il faut déjà rappeler la portée de la voix de Sa Majesté en Afrique. Quand Sa Majesté parle, les gens sont attentifs à ce qu'il dit. Et là, qu'est-ce qu'il rappelle? Il rappelle des fondamentaux. Premièrement, l'interdépendance historique, sociologique, sociale, économique, historique. Enfin, il y a une interdépendance entre le Maroc et l'Afrique qui a été malheureusement sabordée durant la période coloniale, parce que c'est la colonisation qui nous a coupé de nos racines africaines, finalement. Et nous avons pratiquement mis une trentaine d'années à reconstruire cela. On rappelle que le Maroc a beaucoup plus fait pour l'Afrique dans cette CAN que pour lui-même. Parce qu'en fait, cette CAN, qu'est-ce qu'elle a démontré? Elle a démontré une capacité africaine et non pas uniquement marocaine à relever des défis d'un très haut niveau, que celui d'organiser une compétition dans les standards mondiaux. Exact. Même le FBI l'a reconnu. Il y avait une délégation du FBI qui est venue au Maroc. Et de Scotland Yard aussi. Et des Britanniques aussi, une semaine après. Parce qu'aujourd'hui, le message royal ne s'adresse pas uniquement aux Africains, parce qu'il n'y a pas eu que des Africains qui ont suivi cette Coupe d'Afrique. Le monde entier a suivi cette Coupe d'Afrique. Et c'est inédit. Exactement. C'est ce que rappelle le message royal en disant aux Africains, attention, nous avons atteint un certain niveau, donc d'exposition même très positive. Normalement, dans les médias, qu'est-ce qu'on rapporte de l'Afrique? Que des problèmes. Boko Haram, Shabab, je ne sais pas, du Somalie, le ceci ou cela. Et pour une fois, on parle de manière positive du continent. Tous les pays du monde ont parlé de cette CAN. Moi, je me suis amusé à un peu scroller et aller sur des chaînes de langue que je ne comprenais pas, mais juste pour voir s'il y avait des images de cette CAN. Mais j'ai vu même sur une chaîne indienne des images de la CAN marocaine.
Donc, si vous voulez, l'Afrique a atteint un niveau avec cette CAN d'exposition positive qu'elle n'avait jamais atteint auparavant. Et donc, c'est ce pacte franchi sur lequel il va falloir capitaliser plutôt que de le détruire juste parce qu'une coupe a été remportée ou ceci ou cela. Alors le succès a été décentralisé, comme je le disais, au tout début de ce message royal, par exemple, dans un communiqué du cabinet royal hier soir. Sa Majesté le Roi a exprimé ses remerciements à l'ensemble des composantes de la nation qui ont admirablement contribué à la pleine réussite de cette magnifique manifestation. Sa Majesté tient particulièrement à féliciter tous les citoyens à travers les villes du royaume de l'effort fourni et à remercier chacun pour sa belle contribution à ce succès historique reconnu et salué de par le monde, comme vous le disiez, à très juste titre maintenant. Donc, c'est une décentralisation, on va dire, du succès. Ce succès est aussi le fruit d'un travail d'équipe, puisqu'on parle de foot, mais c'est aussi le travail d'une stratégie, d'une tactique, comme d'un coach qui met en place la tactique de jeu pour son 11. Et c'est là où c'est important aussi de relever cette vision, Hicham Ben Saïd Alaoui. Le communiqué insiste sur une politique sportive et infrastructurelle volontariste, concrètement, et avec des résultats, et avec des chiffres. De quoi parle-t-on ? Alors, nous parlons d'un certain nombre de choses. Tout d'abord, rappelons-nous qu'il y a une dizaine d'années, en 2015, nous étions persona non grata au niveau des instances de la CAF, parce que, au gré d'Ebola, si on s'en rappelle, oui, nous devions organiser la Coupe d'Afrique. Finalement, nous avons refusé de l'organiser dans le contexte de l'époque parce qu'il y avait un risque d'épidémie Ebola. Et on s'était gossé de nous. Et ce qui est drôle au passage, c'est que 5 ans plus tard, les plus grandes nations mondiales ont confiné dans un cas d'épidémie Covid. Et que nous, quand on le disait 5 ans plus tôt, on s'était gossé de nous. Donc quoi, on a été visionnaire sur un certain nombre de sujets. Et donc, pour en revenir à ça, le point de départ de 2015, qui coïncide avec l'arrivée de Sifo Zilrja à la tête de la Fédération royale marocaine de football, c'est exclusion des instances africaines. Si on fait un fast-forward et on se dit, on organise une CAN brillamment, on organise une Coupe du Monde dans quelques années, Inch'Allah, avec des partenaires historiques, une façade portugaise, donc atlantique, une façade méditerranéenne, espagnole, et nous-mêmes. Si on vous dit que nous avons mis en place des instances masculines, avec Coupe du Monde U20 qu'on a remportée, une Coupe d'Afrique U17 que nous avons remportée, une Coupe du Monde U17 où nous sommes partis loin. Au niveau des instances féminines, avec 5 Coupes du Monde de moins de 17 ans que nous organisons, première édition qui est passée, il en reste 4, Inch'Allah, avec une qualification au second tour d'un mondial féminin, une poule où il y avait l'Allemagne qui n'est pas passée. Lorsque vous êtes 2 fois vice-champion d'Afrique, dans des conditions arbitrales sur lesquelles je ne reviendrai pas, surtout pour la deuxième, mais il y avait largement la place dans un autre contexte pour être champion d'Afrique. Donc, factuellement, quand on voit où on était en 2015, réintégrer la CAF, avoir des clubs forts, avoir des sélections fortes, avoir un pouvoir d'attractivité, parce qu'il fut un temps où nous pouvions avoir été snobés par quelques binationaux qui avaient peu ou prou leur chance de jouer pour l'Espagne, pour l'Italie, pour les Pays-Bas. Là, nous attirons dans notre équipe des joueurs qui n'auraient absolument pas dénoté dans les meilleures sélections mondiales, dont le Maroc fait partie, c'est-à-dire un Brahim Diaz aurait pu être titulaire tous les jours avec la Roja, un Nosser Mzraoui ou un Hakim Ziyech il y a quelques mois aurait largement pu être titulaire en équipe des Pays-Bas, les Oranges, au même titre que Srebari. Vous avez des Français d'origine, parce que Neil Ainaoui, sa maman, est française, il aurait très largement pu avoir sa place au milieu de terrain. Donc, tout est bien fait. Sans parler du centre Mohamed VI, de la Ma'moura, de la structuration, où on était, où on est arrivé, et ce n'est pas un coup de hasard, ce n'est pas une belle génération ou un joueur inspiré, des as qui s'alignent, c'est sur la durée, c'est exceptionnel. Et non, c'est exceptionnel, d'autant plus que le souverain insiste aussi sur le choix patriotique des Marocains du monde. Oui. Ces enfants, pour citer les termes du communiqué, ces enfants talentueux des Marocains du monde, donc, qui ont fait le choix patriotique de porter le maillot de l'équipe nationale et de défendre ses couleurs avec fierté et brio. Pourquoi insister sur ce choix patriotique des Marocains du monde, Hicham ? Pour moi, pour 2 dimensions. Tout d'abord, c'est un choix patriotique parce que, sportivement j'entends, ils ont le choix. C'est ce que je citais par exemple avec tous les joueurs que j'ai cités. Je peux citer Ilyas Akhoumache par exemple, qui a un peu moins joué lors de cette CAN. Il était capitaine des équipes de jeunes d'Espagne. Et il s'est réveillé, il a dit « Je suis marocain
et sportivement, et avec mon passeport, et je veux jouer pour la terre de mon pays. On a eu Mounir Haddadi il y a quelques années. C'est-à-dire, là où il y a quelques années, sans faire d'amalgame, vous aviez des joueurs qui venaient chez nous, je n'allais pas dire par défaut, mais qui n'avaient pas forcément leur place, pour se dire les choses telles qu'elles sont, dans les plus grandes sélections mondiales. Là, honnêtement, ils ont leur place. 80% des joueurs binationaux que nous avons auraient pu jouer avec les pays, avec le top 4, top 5, top 3 mondial. Et ils font le choix. Estimer un choix qu'on ne l'oubliera jamais et qui montre tout le lien, et là j'ouvrirai une petite parenthèse, la stratégie marocaine de gestion de sa diaspora est un cas d'école. Parce que moi je suis très très touché d'avoir des cousins dans ma famille qui ne parlent pas très bien arabe, mais qui se sentent plus marocains que français. C'est touchant quelque part. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Il y a l'apport culturel, il y a l'opération Marhaba, je veux dire, s'il y a des choses pêle-mêle qui sont très bien gérées, qui montent le sol, il y a la chaleur, la bienveillance lorsque vous êtes accueillis. Est-ce que vous ne pouvez pas être ému lorsque vous voyez, on parlait du Covid tout à l'heure, en pleine épidémie Covid, et vous recevez une dépêche sur votre téléphone qui vous dit « Transfert des Marocains du monde, record historique ». Une année de crise économique en Europe. Quel attachement au pays. Donc c'est beau, c'est touchant. Et là, parce qu'ils ont le choix, et leur choix, c'est le Maroc et pas autre chose, moi, je suis fan, comme dirait l'autre. Ce passage, Rachida Hachachi, c'est une réponse implicite au débat identitaire, notamment en Europe. Oui. Comment? Il faut rappeler premièrement que le patriotisme des Marocains du monde est fondamentalement différent du patriotisme d'autres peuples également présents de manière importante en Europe. Parce qu'ils n'entrent pas en contradiction avec leur intégration là-bas. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas d'un patriotisme vindicatif, comme dans le cas des Algériens. Ou pour être patriote franco-algérien, il faut être anti-français. Dans le cas du Maroc, ce n'est pas du tout le cas. On peut tranquillement et de manière apaisée aimer le Maroc et être patriote marocain, être pleinement intégré, ne pas entrer en contradiction avec les valeurs républicaines, etc. Et c'est ce qui a permis à la diaspora marocaine d'entretenir de génération en génération un patriotisme malgré les différentes tentations. Car je rappelle que ce n'est pas évident de génération en génération, parce que là on parle de 3e, 4e génération, c'est-à-dire on parle de Marocains et de Marocaines qui sont nés en France ou en Belgique ou aux Pays-Bas, de parents nés en France, en Belgique ou aux Pays-Bas, et de toujours maintenir ce lien. Et même en termes patrimonial, le fait d'envoyer de l'argent, le fait d'investir, aujourd'hui ils ont un arbitrage que leurs parents n'avaient pas. Ils peuvent investir au Portugal, ils peuvent investir en Espagne, mais ils continuent de le faire au Maroc. Et donc ça, c'est un gain et un acquis qu'il s'agit de rappeler, que le communiqué rappelle, dans le cadre de ce patriotisme global, où il n'y a pas de différence entre les Marocains du Maroc, qu'il s'agisse de la CAN ou du développement du Maroc, des Marocains du monde, qu'ils soient en Europe ou en Amérique du Nord. Donc il s'agit d'une fusion charnelle qui est entretenue malgré les différentes difficultés et les différentes épreuves ou les tentations auxquelles ils pourraient être confrontés. Alors tout à l'heure, ça a été évoqué en termes de sélection nationale. Ils auraient pu effectivement opter pour d'autres sélections naturelles. C'est un choix respectable dans l'absolu, je veux dire, ce n'est pas illégal. Mais le fait de choisir le Maroc, alors qu'ils auraient pu jouer dans des sélections mieux classées, quand même, ce n'est pas évident. C'est quelque chose qu'il faut rappeler et qu'il faut saluer. Et surtout que ce message, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, le Maroc n'oppose pas les identités, il les rassemble. Tout à fait. Aziz Daouda. Parce qu'on a toujours considéré que les MRE, d'ailleurs c'est comme ça qu'on les appelle, sont une partie intégrante de la société marocaine. Ils sont juste en déplacement quelque part, à travailler, à produire, à apprendre pour ceux qui sont étudiants, ou à vivre ailleurs, mais en fait ils restent marocains et on les sent très proches de nous. Et ça n'est pas récent, c'est quelque chose qui s'est construit, parce qu'on n'a jamais été justement, comme le disait Hachachi, dans l'opposition entre les deux identités. Et donc c'est quelque chose qu'on conçoit comme étant parfaitement complémentaire. Nous avons des scientifiques un peu partout dans le monde, ils restent marocains. Nous avons des artistes un peu partout dans le monde, ils restent marocains. Nous avons des footballeurs un peu partout dans le reste, et qui restent marocains. Pour ce qui est du football, c'est que pendant longtemps, on ne pouvait pas offrir à cette diaspora ou à la jeunesse de cette diaspora les mêmes conditions que ce qu'ils pouvaient avoir ailleurs. Mais et donc, les le choix était un peu compliqué. Ce qu'ils pouvaient avoir ailleurs aussi, excusez l'interruption, c'est Aziz, c'est que, d'accord, nous sommes aujourd'hui 8e dans le classement mondial de la FIFA, n'est-ce pas, comme équipe de football. C'est inédit qu'une équipe africaine soit. C'est inédit, mais on manque peut-être aussi de trophées. Non, mais écoutez, les trophées. Non, peut-être que j'exprime aussi une frustration de beaucoup de Marocains, que ce soit des Marocains au Maroc ou des Marocains du monde. Mais ça c'est le côté émotionnel du sport. Parce que quand vous remportez un trophée, qu'est-ce que c'est? C'est une ligne dans un CV de joueur, une ligne dans un CV. Ça n'est qu'une ligne. Mais à la longue, ce qui est important, c'est qu'est-ce que nous construisons autour de ça.
C'est ça qui est important. Ce que nous construisons, nous, aujourd'hui, autour du football, par exemple, parce que du football qu'il s'agit, c'est une certaine identité, c'est une certaine façon d'exposer les progrès du Maroc, c'est une certaine façon de se faire connaître par le monde. Bien évidemment, si on remportait la Coupe du Monde, par exemple, aux États-Unis, ce serait quelque chose de formidable. Mais si on ne remportait pas la Coupe du Monde, ça ne changerait rien à ce que nous sommes. J'aimerais rebondir sur ce que disait Siazi, je suis d'accord avec lui. Prenons l'histoire récente du foot africain. Vous avez une sélection qui avait été drivée par Hervé Renard, qui a par la suite été notre sélectionneur, qui s'appelle la Zambie, qui a gagné une Coupe d'Afrique, qui a gagné au tir au but contre la Côte d'Ivoire, etc. Est-ce que la politique sportive zambienne, sans parler de la politique footballistique zambienne, est pour autant supérieure à la politique sportive marocaine? Tout simplement parce qu'eux ont eu les chipolopolos, quelques balles qui ont tapé le poteau qui sont rentrées, nous avons des balles qui ont tapé le poteau qui sont sorties. Si on revient déjà, un propos liminaire, sur le fameux palmarès, sur les quelques dernières années, ça vaut ce que ça vaut. Ça fait Coupe arabe, ça fait Chan, ça fait un autre Chan avant, un autre Chan avant. Il y avait le Chan de Slami, le Chan de Mouta et le Chan de Skitiwi. Une médaille aux JO, aux Jeux Olympiques. Si Aziz, ce n'est pas lui ce que je vais expliquer, ce qu'est le poids d'une médaille olympique, c'est une médaille olympique. C'est la première médaille de l'histoire de notre sport dans un sport collectif. On avait des athlètes, on avait des boxeurs et on avait de temps en temps quelques surprises. Mais un sport collectif, c'était une vue de l'esprit. Nous avons une médaille d'argent, Coupe d'Afrique. En équipe féminine, nous avons 2 médailles d'argent, Coupe d'Afrique. C'est vrai que peut-être que le ballon, chez les A, nous fuit quelque peu sur le trophée absoluto, comme diraient les Espagnols, qui est la Coupe d'Afrique. Mais il ne faut pas désespérer, mais réduire les efforts de tout ce qui est fait, qui nous permet d'être bien placés chez les moins de 20 ans, chez les moins de 17 ans, chez les moins de 15 ans, chez les gens qui jouent au futsal, on a tendance à moins en parler, les gens qui font du beach soccer. Qui ont scoré hier quand même impressionnant, Oui, le score du 17-1 contre l'Écosse. Oui. Oui, non, c'est ça. Oui, bon, je ferme la parenthèse. Vous voyez le drapeau bleu avec le blanc, comme ça, Oui, vous dites tout à l'Écosse. fait. Vous dites L'Écosse, comme l'Écosse. c'est le Royaume-Uni. Oui. Vous dites 12, moi j'ai mis plus de 10 buts. Et ça, on a tendance à le galvauder. Pour nous, c'est normal. Oui, oui. Quart de finale de mondial plusieurs fois de suite pour le futsal, l'équipe de Sidgui que je salue, c'est normal. Donc, il faut vraiment décorréler ce qui est fait sur la durée, ce qui fait qu'on est 8e, parce que 8e, c'est la permanence des résultats, alors que le Sénégal, qui pour l'instant, même s'il y a un recours, a gagné le trophée, ben, ils sont 4 places en dessous de nous. Ce n'est pas une question, un coup, lors d'un tournoi où les joueurs sont en forme ou moins en forme, c'est une permanence depuis 12 ans. Là. Comme on dit, le génie, c'est de durer. Ce n'est pas Exactement. uniquement un éclat. Exactement. Et on sait que dans le foot, sur un match, tout est possible. Oui. Et c'est vrai à chaque match. Donc on peut effectivement rater une finale, une demi-finale. Et puis je rappelle qu'il y a de grandes nations sportives et footballistiques, comme l'Angleterre. C'est quand la dernière fois que l'Angleterre a gagné quelque chose? Ou même les 66. Pays-Bas. Ou même les Pays-Bas. Jamais d'euro et 66 Voilà. au dernier mondial. Donc il y a une question de probabilité et il faut raisonner en termes de cycle long. C'est-à-dire là, on a entamé un cycle il y a quelques années. Faudra juger peut-être dans 10 ans combien de trophées on a eu ou dans 15 ans combien de trophées on a eu. Mais là, on est au début d'un cycle positif, mais on va finir par récolter les fruits. Si vous permettez, madame, si vous mettez sur une balance, enfin, des deux côtés d'une balance, le titre mondial en U20 et une CAN. Pour moi, le plus important, c'est le titre U20. Parce que le titre U20 est un révélateur d'une construction, de quelque chose qui se construit. Et surtout de demain. Dans la durée. Mais bien évidemment. Oui, si. Bien Ça a évidemment, été construit, bien c'est le passé, évidemment. mais c'est demain. Alors qu'on aurait pu gagner peut-être 3, 4, 5 CAN, comme l'Égypte, par exemple, et puis ne pas peser au niveau mondial. Alors que là nous démontrons au monde, avec nos résultats des U20, des U17, de ceci, que nous sommes en train de construire quelque chose. Et dans la durée, et ça va durer, parce que quand vous commencez comme ça, il est quasiment impossible que pendant les 20 années d'après, que vous ne soyez pas en phase ascendante et de manière continue. C'est ça qui est le plus important. Alors, le plus important aussi, Rachid Achachi disait à l'instant que tout pouvait se passer pendant un match. Et je voudrais juste revenir sur cet extrait très important dans ce message royal. Même si cette grande fête footballistique continentale accueillie par le royaume semble avoir été tristement entachée par l'épisode malheureux des dernières minutes du match de la finale ayant opposé les sélections nationales du Maroc et du Sénégal, au cours desquels de fâcheux incidents et de très déplorables agissements se sont produits. Je vais m'arrêter là et on va continuer peut-être l'analyse de ce message, de cet extrait du message royal. D'abord, le choix des mots, Rachid Achachi, tristement entaché, malheureux épisode, fâcheux incident, déplorable agissement. D'abord, une analyse sur cet extrait du message royal, sur les mots qui ont été choisis. Les mots ont leur poids. Alors, les mots sont durs et c'est une condamnation ferme mais sans équivoque
avec de manière implicite la désignation du responsable des problèmes, notamment la question d'une partie du public sénégalais, mais surtout de l'entraîneur du Sénégal et de la plupart des joueurs sénégalais. Et là, il y a une enquête qui devra normalement être ouverte et ordonnée par le gouvernement sénégalais par rapport à son propre entraîneur. Je rappelle que son adjoint est algérien et il y a un fort soupçon que l'entraîneur sénégalais ait fait exprès de provoquer le Maroc dans le stade à Rabat afin de créer un incident Avant sportif. le stade à Rabat, Rachid. Alors j'y viens, mais déjà moi je commence par la fin. Ah oui. Si vous voulez qu'on commence par le début, voilà, alors la chronologie, rapidement. Quand je dis rapidement, pour moi c'est une opération psychologique et informationnelle qui a été mise en place par les renseignements algériens à travers des méthodes qui sont très connues. C'est une discipline, une science quand on parle des psyopes. Premièrement, on commence par pourrir et envenimer l'atmosphère générale par des accusations et des diffamations dès les qualifications, c'est-à-dire dès les premières phases de l'événement sportif. On a vu des commentateurs algériens parler de l'kaoulassa, c'est-à-dire les coulisses, l'achat des arbitres, l'achat des matchs. Le Maroc ne pourra jamais atteindre la finale sans l'aide de l'argent. Et le message, il y a des échos, il est traduit en français, il est traduit en wolof, il est traduit en différentes langues, afin de toucher le public cible qui va venir. Et donc déjà, quand le public des différentes équipes africaines arrive au Maroc, il arrive au Maroc déjà chargé émotionnellement et alerte. C'est-à-dire que le Maroc va acheter la CAN, il a acheté les arbitres. Et donc déjà, ça crée un climat favorable. La couverture médiatique de la CAN. Tout à l'heure, vous disiez, M. Daouda, qu'effectivement, en Inde, partout, on a montré de manière neutre, sinon positive. Sauf en Algérie, où on a vu un journaliste algérien se positionner devant une poubelle pour couvrir en tant que correspondant en direct la CAN. Genre le Maroc, il n'y a que des poubelles. Et puis un terrain vague. Dans le noir. Et dans le noir, et puis dans le noir avec un terrain vague, etc. Ça crée un climat global, malsain, qui contamine tous les supporters qui naturellement n'ont pas envie de perdre. Et bien quand leur équipe perd, ils ont déjà un magasin d'alibi que l'Algérie leur a offert pour l'utiliser contre le Maroc. Alors ça s'appelle une opération psychologique. Et il y a la CAN, les événements qu'on a dit, probablement il y a également l'Algérie là-dedans, mais il faut une enquête pour se prononcer. Et puis immédiatement après, on a vu des centaines et des milliers de faux comptes qui ont été créés du côté marocain, soi-disant des comptes marocains, et du côté sénégalais, et chacun balance des insultes racistes contre l'autre, ce qui permet d'enclencher une dynamique de tension, de rivalité, d'insultes qui monte crescendo entre les deux pays, avec pour finalité de créer un incident diplomatique. C'était ça l'objectif de l'Algérie, et c'est de bonne guerre. Je veux dire, on est dans une guerre informationnelle à l'échelle continentale et à l'échelle planétaire. Nous, ce qui nous revient de faire, c'est ce que le communiqué fait, c'est de rappeler les fondamentaux. C'est-à-dire, on arrête de jouer, ne tombez pas dans le piège des insultes, ne tombez pas dans le piège des fausses rivalités, la fraternité est la constante qui doit demeurer. Donc normalement, ce communiqué est là pour clore cette parenthèse qui a été ouverte par l'opération psychologique algérienne. Sans oublier qu'il y a une partie, pas toute la jeunesse, une partie de la jeunesse africaine qui a été contaminée par le discours d'un certain Kémy Séba avec son panafricanisme et le suprématisme racialiste, qui pointe du doigt les Maghrébins en général et les Marocains en particulier comme étant les descendants d'anciens esclavagistes, etc., et qui aide également à orienter une partie de la jeunesse africaine contre le Maroc, notamment dans l'Afrique francophone. Mais heureusement, c'est une minorité, mais c'est plein de facteurs qui se coagulent pour donner ce que l'on a vu. Et là, le communiqué, normalement, s'il est suivi, et il doit être suivi par tous les Marocains, devrait clore ce débat. On tourne la page et on continue tout droit. Alors justement, ce passage, est-ce qu'il vise les opinions publiques ou les États aussi C'est Aziz Daouda. En fait, il s'adresse à tout le monde. Oui. Parce que pour dépasser une situation, il faut d'abord la décrire convenablement. Oui. Et avec les mots qu'il faut, et c'est les mots qui ont été utilisés dans le communiqué. Il y a des mots très forts. Le Maroc a dit ouvertement son ressenti pour passer à autre chose. Et c'est en cela qu'il y a une certaine intelligence. Aussi, parce que c'est important. Justement, même si les mots étaient forts, mais il n'y a pas cette dramatisation du narratif. Il n'y a pas de victimisation. Ni de victimisation, absolument. C'est-à-dire que le Maroc est conscient de ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et avec un descriptif clair, net, puissant. Mais à partir de là, on passe à autre chose. Et ça n'est que comme ça qu'on fait son deuil de quelque chose de malheureux qu'on a vécu, en mettant les mots qu'il faut là où il faut. Et sur ce qu'on a vu exactement. Pourtant, et c'est important aussi de relever qu'il n'y a pas un acteur qui a été cité ou pointé du doigt. Non, mais c'est important aussi bien évidemment, parce dans ce message royal. Quand vous analysez la situation, comment on est en train de le faire à froid, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une manipulation, qu'il y a une guerre psychologique, qu'il y a ceci que cela, qui explique la chose.
mais tout en disant que ça ne devrait pas arriver. Mais pourquoi? Est-ce que c'est juste parce que le Maroc a bien organisé la CAN? Ben, écoutez, Non, on se demande pourquoi. C'est-à-dire, entre autres. sinon on va aller dans. Pourquoi on est visé aujourd'hui? J'ai commis un article que j'ai publié sur la question, parce que qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit? Ben, l'histoire du coquelicot. Du coquelicot qui dépasse dans un champ. Qu'est-ce qu'on fait d'un coquelicot qui dépasse dans un champ? On essaie de le couper ou on le coupe. Mais vous savez, quand vous réussissez, vous n'avez pas que des amis qui vont vous féliciter. Vous avez aussi des ennemis qui sont jaloux de ce que vous êtes et qui aussi expliquent leurs échecs par des agissements comme ça. Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a cherché à faire l'Algérie? À cacher toutes ces défaillances en disant, regardez, ce pays qui se targue de ceci ou de cela, quelqu'un a été jusqu'à dire dans un média officiel que nous avions construit des murailles pour cacher notre misère. Vous vous rendez compte? Des murailles qui existent. Voilà, exactement. Une muraille à Rabat qui est là depuis 12 siècles. Vous voyez, Certains ont même dit que le stade a été monté par un kit et qu'il va être démonté après. Exactement. Écoutez, c'est toute cette guerre psychologique. Mais c'est justement parce que le message royal, il y a un passage où on parle de tentative de discrédit. Exactement. À qui s'adresse-t-elle? Alger. Écoutez, c'est clair et net. C'est clair et net. Le message ne va pas descendre au niveau de ces gens-là pour les nommer. Tout à fait. Mais il nous fait prendre conscience, d'ailleurs, et c'est ce que j'ai remarqué même sur les réseaux sociaux, parce que passé le moment d'émotion, de déception, etc., les gens ont commencé à analyser. Ils ont commencé à se rendre compte de... Parce que enfin, si on pouvait parler de faiblesse de notre système, c'est qu'on s'est dit, la réussite va cacher tout ça. Non. Or, la réussite, elle a aggravé la situation parce que tous les petits jaloux qu'il y a un peu partout là où ils sont, même en France, moi je les ai vus dans un média français ou un journaliste, mais il a tapé sur le Maroc comme pas possible. Mais je me demandais, mais qu'est-ce qu'il a à voir avec nous, ce monsieur? Il a été recadré par un autre écoutez, recadré par beaucoup de ses collègues. Mais vous savez, quand vous calomniez, on dit bien calomnier, il en restera toujours quelque chose. Donc, celui qui n'a vu que ce monsieur-là, il est parti avec l'impression, l'idée que c'est une coupe qui était spoliée et que les Marocains allaient de toute façon là. Est-ce qu'on n'a pas aidé nous-mêmes en disant le Kasb Qahna? Vous voyez? Oui. Est-ce qu'on n'a pas aidé nous-mêmes à consolider justement cette idée que certains se sont fait, enfin, ont essayé de semer un peu partout et qui a fait des petits? Parce que la chose à laquelle on n'a pas fait attention, c'est que les messages des médias algériens étaient traduits dans toutes les langues africaines. C'est qu'on a disséminé ça, mais vraiment de façon systématique. Et peut-être qu'on n'a pas fait attention à ça au moment voulu, parce qu'on pensait que de toute façon, notre réussite allait mettre fin à tout ça. Mais malheureusement, on n'a pas réussi parce qu'il y a eu cet incident. Il y a beaucoup de travail à faire en termes de contre-mesures psychologiques et communication pour l'avenir. Pour de veille aussi. Hein. Tout à fait, de veille et de réaction également. Exact. Moi, je voulais réagir sur deux aspects. D'abord, il faut prendre conscience de ce qu'a été la CAN, vu par exemple d'un prisme africain. Je vais faire un petit peu d'amalgame. Si vous posez la question à un jeune Africain, et Dieu sait que dans beaucoup de pays africains, l'âge médian est plutôt de 19-20 ans, il va vous dire, moi je suis connecté, j'ai des réseaux sociaux, j'ai vu 6 villes exceptionnelles. J'ai vu Agadir, j'ai vu Marrakech, j'ai vu Tanger, j'ai vu Rabat, j'ai vu Casa. Je ne vois pas toutes les villes. J'ai vu, on m'a expliqué qu'il y a des gens qui voyaient un match à Tanger l'après-midi, qui prenaient un TGV, qui se retrouvaient à Casa, qui pouvaient voir un autre match le soir. Ils avaient le choix entre ça, l'autoroute, ou bien un vol direct. J'ai vu des gens à Agadir, dont leur star, Marmouche, joue à City, Manchester City, et l'autre star, Mohamed Salah, joue à Liverpool, qui a joué à Rome, qui a joué en Suisse, vous dire c'est des standards plus occidentaux, plus haut niveau. Et la jeunesse africaine de certains pays peut se dire, attendez, ce pays, c'est normal, ils ont du pétrole, ils ont du gaz. Non, ni pétrole, ni gaz. Et ils arrivent à faire ça. Alors nous, qui avons, sans citer de pays, de l'uranium, de la bauxite, des terres rares, du cuivre, de l'or, qu'est-ce qui nous arrive? Et donc le message qui peut être perçu de manière dangereuse par certains pays, c'est attention, vous êtes en train d'expliquer à nos jeunes qu'on peut faire plus avec ce qu'on a, ce qui est évident pour nous. D'autres grilles de lecture iraient dans le sens, il y a une puissance coloniale, qu'on le veuille ou non, qui a considéré l'Afrique comme étant son précaré, qui a fait un peu main basse sur ce qu'elle a voulu pendant des décennies. Et là, quand elle a vu non seulement l'évolution du pays, mais elle a vu la communion, elle a vu la légitimité. Les Africains parlent aux Africains. Une citation française un peu pastichée qui va leur parler. Les Africains parlent aux Africains. Mais qui sont des Européens pour parler aux Africains? Nous sommes légitimes de par notre positionnement, de par notre culture, de par notre religion, de par notre histoire commune, de par des frontières qui ont été variables au gré des évolutions. Et donc, il y a peut-être des puissances supra-africaines qui vont se dire, attention, ce qu'on voyait d'un air un petit peu amusé il y a quelques décennies,
là ne fait plus rire parce qu'ils ont décollé. Et s'ils ont décollé, ils vont nous menacer économiquement. Et ça ne nous arrange pas. Donc pour moi, d'abord, il faut voir tout ce que dit le communiqué, avec lequel je suis d'accord à 300%, il est perçu parfois différemment par d'autres pour dire attention, danger en termes d'impact sur ma population ou danger en termes d'impact sur mes intérêts économiques. Et ça, je pense, il ne faut pas faire peur de passivité ou de défaitisme, il faut tout simplement soigner la communication, aller sur un terrain sur lequel certains sont présents, les réseaux sociaux, la digitalisation, des influenceurs 300% dédiés à ce type de choses, peut-être aussi placer des chroniqueurs dans des chaînes d'infos en continu où il y a pas mal de pays de nos voisins et qui font très bien le travail, au passage ils sont très bons, mais peut-être aussi placer un peu plus de binationaux marocains. Il y a des choses à faire. Moi, par construction mentale, je suis beaucoup plus positif que négatif. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer plutôt que de rester, on ne m'aime pas. Déjà le on, c'est un amalgame qui est complètement ridicule, c'est pas vrai. C'est une frange de supporters ou un coach qui est un peu dégoupillé pour parler trivialement. Mais il faut aussi se dire, qu'est-ce que je peux faire de plus pour gagner d'autres batailles qui pour l'instant peuvent m'échapper. Une fois la passion retombée, pourquoi justement aussi, Rachid Achachi, le souverain renvoie à cette maturité du peuple marocain sur la réponse? Et aussi, est-ce que c'est une manière de vacciner le citoyen contre la polarisation ou la manipulation, comme l'expliquaient il y a quelques instants mes chers invités sur ce plateau? Globalement, on a eu ce que j'appelle moi un comportement aristocratique, du début jusqu'à la fin. Seulement, pourquoi le communiqué est venu maintenant? Parce qu'il fallait, et là c'est de la psychologie, permettre à certains Marocains et Marocaines de faire sortir un peu la colère comme le pu qui doit sortir, parce qu'on ne peut pas dire aux gens ne réagissez pas. C'est-à-dire immédiatement après la CAN, taisez-vous, la fraternité, etc. C'est normal, c'est humain. On a été volé, on a été provoqué, on a tenté de créer des incidents sportifs et diplomatiques, donc c'est normal qu'il y ait une colère légitime. Mais trop, c'est trop. Et le communiqué vient mettre une ligne rouge, c'est fini. Parce que maintenant, moi je préviens tous les Marocains et Marocaines qui nous regardent, ceux qui vont continuer à proférer des insultes racistes, il y a le pénal. C'est interdit par la loi marocaine. Et il y aura des poursuites. Donc on ne plaisante pas. On vous a donné un temps de latence de 2-3 jours, non pas pour proférer des insultes racistes, mais juste pour exprimer votre colère. Cela est fait, on tourne la page, notre pays se développe, on a beaucoup de défis encore devant nous, on s'arrête ici. Là, je pense que ça s'adresse uniquement à la minorité qui a été un peu trop affectée. Mais la majorité, elle reste là, elle n'a pas bougé. Et c'est ce que le roi félicite dans ce communiqué-là. Il y a même des gens qui arrivent à dire que les comptes qui disséminent ce genre de propos racistes sont des faux comptes ou des comptes manipulés peut-être de l'extérieur du Maroc. Mais pour parler de la manipulation, on ne va pas bien évidemment diffuser la vidéo, mais on a profité de la diffusion d'un message datant de 2023. On a ressorti cette information qui a été diffusée d'ailleurs sur notre chaîne pour semer encore davantage la zizanie. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons. L'objectif de tout ça, c'est de couper le Maroc de ses racines africaines, arrêter l'expansion économique du Maroc, arrêter les bonnes relations que le Maroc a avec la quasi-totalité des pays d'Afrique. C'est ça qui est recherché. Et donc ce n'est pas une question de coupe d'Afrique des nations. C'est de la géostratégie, c'est de la politique pure et dure. C'est de la géopolitique. Dont je parlais tout à l'heure, je parlais des opérations psychologiques, mais c'est un petit volet de ce qu'on appelle la guerre hybride que l'Algérie nous mène bien avant la CAN. Et qu'elle va continuer à mener. Il y a eu Jabarot, il y a eu Gargarat, donc c'est un mix de différents instruments, tantôt un peu militaires à travers le Polisario, tantôt communicationnel, tantôt économique avec la fermeture des frontières, le gazoduc qu'ils ont fermé de leur côté, etc. Et ça va durer. Il faut qu'on arrête de nous étonner en parlant de bassesse, de telle attaque algérienne, en remontant une ancienne vidéo. C'est normal. Ça s'appelle la guerre. Maintenant, il faut s'armer médiatiquement, communicationnellement pour faire barrage à cette guerre-là et apprendre à nous défendre en amont et pas après. Et la Coupe du Monde arrive, ça va être le prochain défi. Et là, il faudra tirer les enseignements de ce qui s'est passé durant la CAN de la part des Algériens et des attaques qui ont été menées de l'extérieur. Mais quand même, pour jouer collectif, le Maroc rappelle que cette réussite marocaine est en soi une réussite africaine. Et c'est ça un des messages forts aussi du souverain dans ce message adressé hier soir aux Marocaines, aux Marocains et à tout le monde. Parce que le Maroc se positionne comme hôte capacitaire, comme facilitateur africain, comme amplificateur du rayonnement africain. Pourquoi on ne le voit pas de cet œil En fait, c'est un rappel de la vision royale pour l'Afrique. Parce qu'il y a eu la CAN, mais il y a le gazoduc. Nigeria, Maroc. Il y a eu la CAN, mais il y a le port de Dakhla. Donc,
en fait, c'est un rappel des fondamentaux de la diplomatie marocaine et de la vision royale pour l'Afrique. Parce que pendant quelques jours, heureusement aujourd'hui c'est en train de tomber, pendant quelques jours, on a oublié le succès de la CAN et on a focalisé, pratiquement tout le monde s'est focalisé sur l'incident qu'il a eu qui a duré 15 minutes. Vous voyez, c'est devenu, on a oublié toute la CAN pour 15 minutes. C'est de l'ingénierie derrière. Voilà, exactement. Donc finalement, c'est pas innocent, c'est pas juste un jeu d'enfant. Donc il y a une stratégie derrière et une stratégie qui a été payante pendant quelques jours. Et le communiqué est là pour justement mettre fin à ça. D'abord, nous recadrer, nous en tant que citoyens. Enfin, je parle de ceux qui ont été un peu au-delà de ce qu'il fallait. On reconnaît l'existence de manœuvres, on reconnaît aussi la maturité du peuple marocain, on reconnaît ces tentatives de discrédit. Et on dit au monde, à ce monde-là, qu'on n'est pas dupe, qu'on sait ce qui se passe. C'est ça finalement. Et que le Marocain sait faire la part des choses, hein, pour reprendre les termes de. Bien évidemment, parce que on sait faire la part des choses. Aujourd'hui, quand Chérif rappelle la commission qui va se tenir, cette commission ne s'est pas tenue pendant 15 ans. Vous vous rendez compte, il y a une promptitude de réactions politiques fortes de la part et du Sénégal et du Maroc qui vont se réunir. Et je suis certain qu'il va y avoir des signatures d'un tas de contrats, etc., qui vont encore davantage accentuer l'interconnectibilité qu'il y a entre la connexion économique, sociale et culturelle qu'il y a entre le Maroc et le Sénégal. Ça va, au lieu de sortir affaibli, on va sortir renforcé de cette situation. Ousmane Sonko, donc le chef du gouvernement, Premier ministre sénégalais, qui va mener donc cette délégation, importante délégation politique et économique, rencontre au sommet avec son homologue. Déjà, et le timing aussi de cette rencontre, Hicham Ben Saïd Alaoui. On ne fait pas de la diplomatie avec l'émotion, on ne fait pas du business avec l'émotion. Je rappellerai juste qu'en termes de timing, nous ne sommes pas dans un effet d'aubaine. Parce qu'on parle de foot, il y a ce qu'on appelle des dates FIFA à l'issue de chaque mois pratiquement, c'est-à-dire des confrontations entre sélections d'un même continent. Le Maroc accueille entre 10 et 15 matchs à chaque date FIFA. Ce n'est pas juste une CAN, on a mis les petits plats dans les grands et les fourchettes à gauche et les couteaux à droite et inversement. Non, c'est un effort continu. C'est Aziz, je suis sûr, bon, peut-être qu'il a un peu d'humilité et il ne voudra peut-être pas le dire, mais dans sa position panafricaine dans le secteur de l'athlétisme, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Nous, par exemple, sans aller loin, le sieur Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, il a eu ses diplômes chez nous parce qu'on a organisé une session FIFA à destination des coachs africains et nous avons invité beaucoup de coachs marocains et d'autres pays d'Afrique pour venir chez nous. Donc déjà, ce n'est pas... Il faut pas... Le coach sénégalais a eu son diplôme CAF ici. Monsieur Thiaw. Donc je ne circonscris pas juste à une CAN réussie. Exactement. C'est un effort de tous les jours. C'est fait dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation. On avait reçu dans un autre canal, une autre chaîne, un ministre mauritanien. Il dit, vous savez, moi j'ai eu mon université à Agadir. Ah, intéressant. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites au-delà même d'un effet d'opportunité. Après le Sénégal, si vous voulez que je vous dise, c'est un pays frère, c'est un pays ami, on partage la religion, on partage la culture. J'ai d'excellents amis sénégalais. C'est le premier partenaire africain de l'Afrique. Il y a une autre capacité économique très intéressante au Sénégal, c'est le franc CFA, qui permet de lisser l'inflation et qui leur permet d'avoir un pouvoir d'importation qu'ils n'auraient pas avec une monnaie qui ne serait pas artificiellement arrimée sur l'euro, même si ça c'est un autre débat. Et on va chercher pourquoi le franc CFA, qui signifiait initialement colonie française d'Afrique, est encore arrimé à l'euro, est encore imprimé dans des imprimeries françaises. Il faut encore mettre 50% de réserve d'or, Banque centrale française. Et après, on me dira, peut-être que l'essor marocain peut déranger certaines parties, qu'on ne nommera pas. Après, on va peut-être suivre le raisonnement. Donc, bien entendu, l'Afrique aux Africains, nous sommes africains, nous avons un positionnement que Dieu nous a donné. Nous sommes musulmans, arabes, méditerranéens, africains, occidentaux dans nos têtes. On a tout. On a de la modération. Écoutez, je serais ravi de faire une réunion avec le Sénégal lundi. Il y a quelques semaines, on a fait des réunions avec l'Espagne. Et la semaine d'avant, on avait fait une réunion avec les Émirats arabes unis. C'est le socle marocain, c'est notre richesse. Le Sénégal est un partenaire légitime. Le Maroc aussi, comme beaucoup d'autres partenaires. Et je dirais même à mes frères et amis sénégalais. Des partenaires importants du Sénégal, le Maroc, de la présence des investissements, des divers investissements marocains. Je rappelle aussi que le Maroc est le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest. Bien sûr. C'est un fait à rappeler et dans des secteurs clés et vitaux. Tout à fait. En plus du Sénégal, qui est prêt, selon vous, messieurs, aujourd'hui à jouer collectif avec le Maroc pour l'Afrique de demain? Ils sont très nombreux. Lesquels, Aziz? Moi, je vais vous dire juste enfin pas une anecdote, mais quelque chose de très anodin, mais qui est pour moi significatif. J'ai reçu hier un appel d'un ami journaliste camerounais.
il répète exactement ce que nous sommes en train de dire autour de ce plateau, en disant comment vous n'avez pas été capable de contrecarrer ça avant que ça n'arrive, etc., etc. C'est qu'il y a une prise de conscience quelque part en Afrique, et quand ça vient d'un journaliste aussi renommé que la personne qui m'a appelé de Douala, donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience assez généralisée en Afrique où les gens commencent à dire hey, qu'est-ce qui s'est passé? Ce pays a fait quand même un effort. Parce que l'émotion est passée, et la coupe, celui qui a brandi la coupe, celui qui a pris les photos, etc., c'est passé. C'est une ligne sur un CV, c'est rien du tout. Mais aujourd'hui, on est en train de se poser la question, mais hey, qu'est-ce qui se passe? Et les gens se rendent compte que ceux qui ont voulu gâcher la fête ont été au-delà de ce qu'on pouvait encore accepter. Là on est dans l'inacceptable. Parce que les termes utilisés par Sa Majesté, ces termes forts dont on parlait tout à l'heure, ils s'adressent aussi à ces gens-là. Et principalement à ces gens-là, en leur disant, écoutez, vous avez été trop loin. Je ne sais pas quelle va être la réaction politiquement, enfin, je ne suis pas dans les arcanes, ni au niveau des responsables qui agissent dans ce domaine-là, mais je suis certain que la réaction du Maroc ne va pas être juste gentille à dire, voilà, c'est passé, c'est pas grave. Non, non. Ils ont fait mal, ça nous a fait mal, le communiqué le dit, mais à partir de là, les choses vont changer. Et ils vont changer au niveau avec nos partenaires africains qui sont très nombreux. Aujourd'hui, si vous prenez sur les 54 pays africains, la majorité est avec le Maroc. Une majorité très large avec le Maroc. Si on devait résumer ce message royal en une phrase politique, ce serait laquelle? Je disais au tout début de cette émission qu'il ne s'agit pas de football. Oui, c'est malheureusement la fin. Je dirais encore une fois bravo à Sa Majesté pour la promptitude de la réaction et la puissance de cette réaction. Une phrase politique pour résumer ce message royal. C'est un redépart. Redépart. Hicham Ben Saïd Alaoui. Fierté, avec tous les pendants de ça, fierté de la qualité du communiqué, fierté sur l'acte de leadership, de dire nous sommes déçus, nous aussi, nous avons pris acte d'un certain nombre de choses. Au passage, il y a des procédures judiciaires en cours qui vont suivre leur cours et sur lesquelles, je pense, rien ne sera lâché. Ce sera fait au plus haut niveau avec les meilleurs experts dont nous disposons, alhamdoulilah, et des compétences marocaines. Mais fierté sur l'organisation, sur la concorde nationale, sur l'adhésion du peuple marocain à cet événement. Beaucoup de Marocains ont été pas réconciliés, mais en tout cas ont vu leur africanité consolidée. C'est un concept qu'on nous a beaucoup enlevé à l'époque parce qu'il y avait certains intervenants qui voulaient faire main basse sur ce concept, de la même manière que certains ont brillamment porté pendant des décennies avant que ça s'essouffle la francophonie. Je pense que le Maroc est en mesure de porter ce concept d'africanité où on a eu des lusophones, des arabophones, des francophones, des gens qui ne parlaient pas forcément des langages qu'on comprenait, et on est tous africains. Donc, fierté sur tout ce qui a été fait. Rachida Chachi. Alors, je reprendrai le terme de fierté, mais auquel j'ajouterai objectivité, c'est-à-dire une fierté objective. Parce qu'on peut être fier de manière totalement éthérée, mais là, c'est une fierté qui est factuellement fondée, c'est rappelé dans le communiqué. Et puis le rappel des fondamentaux. Ça, c'est extrêmement important que le souverain rappelle les fondamentaux à tous les Marocains, parce que les fondamentaux, c'est un peu le pilier auquel on est attaché par une corde. Alors on peut s'égarer un peu, mais tant qu'on est attaché au pilier, eh ben, on ne se perd pas. On est toujours ramené vers le pilier. Et donc dans des moments de crise, parce que c'est une crise communicationnelle, on peut l'appeler comme on veut, il était important effectivement que les fondamentaux soient rappelés, et c'est ce qui a été fait. Maintenant, il revient à chacune et à chacun de nous de faire passer le message à tous ceux qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas eu la capacité de lire entre les lignes. C'est ce qu'on a tenté de faire modestement aujourd'hui. Exactement, et que ce message important et essentiel, le Maroc est et restera un grand pays africain. On est capable d'organiser, de rassembler, d'absorber l'attention, de protéger la fraternité africaine et de projeter un leadership serein parce que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, sait où il va. Voilà, messieurs, encore une fois, je vous remercie pour avoir participé à cette émission, à décortiquer les messages et coder ou pas d'ailleurs dans ce communiqué, dans ce message de Sa Majesté le roi Mohamed VI hier soir. Merci encore une fois, Rachida Chachi. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci HBA, merci Hicham Ben Saïd Alaoui. Merci à vous. Et merci à vous également, Siad. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin du débrief. Je vous souhaite sur ce une très bonne soirée et un excellent week-end à tous.